Alors, je suis très fier et très honoré qu'il soit avec nous aujourd'hui parce que c'est une personnalité du monde de l'entreprise et qui conjugue performance économique, performance business, performance technologique, innovation et humain au quotidien. Ça l'anime en permanence. Je remercie Denis Agès parce que c'est grâce à lui que je le connais. Et il est venu en voisin parce qu'il est là-bas sur le plateau aixois. Alors ça me parle puisque moi je suis de l'autre côté de l'Étang-de-Berre, je suis d'Istres. Et il est avec nous, il va nous parler de ce qu'il fait. Jean-Pierre a choisi d'intituler cette intervention « Le manager 360 degrés est arrivé » et c'est vrai. C'est vrai que dans tout ce que je vis avec tes équipes, André, et ce que tu me fais vivre, tout ce que nous avons dit depuis le début de ce colloque et tout ce que nous promouvons, ils le font chez Ortec. Alors avant de parler avec lui de ce groupe de 11 500 collaborateurs, hein, quand même, qui est présent dans 22 pays, 229 implantations et des clients comme Total, comme EDF, ça pose son nom. Une petite minute 15 de film pour faire connaissance avec le groupe Ortec et vous allez voir que vous allez vous y reconnaître. Et à tout de suite avec André Henaudy. Merci. Dans un monde en perpétuelle mutation, où chaque jour des sites industriels s'élèvent quand d'autres s'éteignent, un groupe, et avant tout des hommes et des femmes, au service de la performance et de la compétitivité des industriels, ont choisi ensemble d'accepter le plus grand des défis. Être reconnu comme le partenaire de confiance au service de projets industriels. Ici, comme partout ailleurs. En maîtrisant tous les savoir-faire, en osant sans compromettre la sécurité, en nourrissant sa culture d'entreprise sans omettre sa culture d'entreprendre, en se remettant chaque jour en question, sans jamais perdre les valeurs qui font leur fierté, en prenant soin d'abattre des murs, tout en érigeant des passerelles, en pensant ici pour mieux agir ailleurs, en étant toujours plus fiable, plus efficace, pour mériter la confiance accordée, en s'appuyant sur une expertise pour mieux transmettre le geste sûr, en recherchant la performance aujourd'hui sans abandonner l'expérience acquise, en regardant toujours plus loin, sans se perdre en chemin, en échangeant avec tous, y compris avec ses pairs, en conservant sa passion sans perdre sa raison, en étant tout cela à la fois et tellement plus encore. Ortec, tellement plus qu'une entreprise. Son président directeur général. Merci d'accueillir André Henaudy. Merci André d'être avec nous et de nous avoir rejoints. Je le disais, hein, beaucoup de choses qui sont faites chez Ortec et souvent, je crois que c'est Myriam, c'est Carole et même Vincent le disait, et puis on en est tous convaincus, ça vient d'abord et avant tout de l'implication du dirigeant, de celui qui a créé ce groupe. En l'occurrence, c'est toi. C'est un engagement personnel et une responsabilité. Et tu as toujours coutume de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rôle de l'entreprise dans son écosystème. Hein. Oui, tout à fait. Parle bien près du micro. J'ai été très impressionné par les débats que je viens d'assister. Et je dirais que, notamment, Madame Couvert, je bois vos paroles. Et j'essaye au quotidien de faire en sorte qu'elle se réalise dans l'entreprise. Mais une petite précaution oratoire, nous, dans notre entreprise, on essaye, on est dans le laboratoire d'expérience, toutes nos décisions, nos choix, on les paye cash, direct, bon, pas bon. Et ce que je vais exprimer à travers notre échange n'a pour vocation que de se limiter à mon entreprise. Je ne suis pas donneur de leçons. Je crois que c'est important de le préciser, surtout quand je vois la personnalité et les compétences qui m'ont devancé. Notre engagement dans l'entreprise, petite histoire, moi j'ai démarré, j'avais rien du tout, je suis fils de paysan. Mon père a dû vendre quelques-uns de ses terrains pour me payer les études, donc je pars d'un milieu modeste. C'est pas pour faire pleurer, c'est simplement pour dire que ça vous marque à vie. Et j'ai racheté l'entreprise à travers un LBO. Pour ceux qui ont quelques connaissances, nos fonds propres à l'époque, c'était 40 millions, et on avait 400 millions de dettes. Donc quand vous vivez cette situation-là, vous savez ce que c'est que trembler, vous savez que c'est que les jours difficiles, la relation avec les banques, et puis surtout l'activité. Pendant des années, les premières années,
notre objectif, c'était la trésorerie au court terme, réaliser ce qu'on avait dit à nos banquiers et sortir la tête de l'eau. Dès que les choses ont été possibles, et ça a été possible parce que nous étions en équipe, parce qu'il y avait une équipe formidable, complémentaire. Moi seul, je n'aurais rien fait. Tout le monde le dit, je le dis parce que je l'ai vécu avec beaucoup de force. J'ai eu autour de moi des gens exceptionnels. Et puis, dès que ça a été possible, la vraie aspiration, je reviens à ce que les uns et les autres ont envie au fond du cœur, c'est de nous occuper de nos équipes et de commencer à initier ce que nous appelons aujourd'hui le Made in Ortec. Qu'est-ce que le Made in Ortec ? Le Made in Ortec, vous disiez, et c'est un langage qu'on entend souvent, arriver à faire en sorte que l'économique et le social avancent de pair, l'un avec l'autre. Je ne sais pas s'il y en a un qui devance l'autre, peu importe. Et donc nous avons mis en place progressivement, quand nos résultats nous l'ont permis, une école de formation. Mais on ne s'est pas contenté de faire une école de formation. On s'est rendu compte, et notamment avec la crise de 2008, que nos métiers, vous avez peut-être vu dans le film, on a 2800 ingénieurs qui travaillent dans l'engineering, dans l'aéronautique, dans le nucléaire. Bon, ça, là, c'est l'innovation, c'est la conception. C'est l'innovation, c'est la conception. Mais je parle moi surtout, et je voudrais dire un mot par rapport à ce que j'ai entendu, sur les métiers de base. Sur les chauffeurs poids lourds. Il y a trois pôles. Hein. Voilà. Il y a le pôle Global Service, là on est dans la maintenance, et puis on réalise avec le pôle Contracting. Hein. Exactement, et puis le pôle Engineering. Dont on vient de parler. Celui qui m'intéresse le plus, parce que ce sont des gens qui ont le plus de besoin de reconnaissance, de fierté, d'appartenance et d'évolution, ce sont les métiers de base. Les soudeurs, les mécaniciens, les tuyauteurs, les chauffeurs poids lourds d'équipements spécialisés. Et là je ferai, puisque j'ai la chance de pouvoir parler, un éditoire attentif sur ces sujets, le social, c'est que presque un cri aujourd'hui, c'est que toutes les autorités, quelque niveau que ce soit, vous parlent de la formation. Pour la formation, ce terme, il faudrait presque trouver un autre terme que formation, parce que ça devient la tarte à la crème, tout le monde en parle, tout le monde dit c'est pas bien. Mais dans nos entreprises, on a besoin aujourd'hui de bons soudeurs, de bons tuyauteurs. Et j'en veux pour preuve l'actualité. Flamanville. Vous savez que le problème de Flamanville, c'est un problème de soudage. Vous savez que le problème, malheureusement, Concorde, l'accident, c'était un écrou. Vous savez que la centrale nucléaire de Paluel a été arrêtée pendant 2 ans parce qu'un palonnier a été mal calculé. Un palonnier, c'est une pièce mécanique de base. C'est-à-dire qu'on perd cette compétence qui sont essentielles. C'est savoir-faire. C'est savoir-faire. Et comme ça n'intéresse pas les autorités, ça n'intéresse pas les gens importants. Quand vous leur en parlez, quand vous dites on a un problème de compétences, ils vous disent, voyez mon adjoint, c'est pas... Alors aujourd'hui, on ne vous parle que digital, numérisation. Bien sûr qu'il faut faire digital, bien sûr qu'il faut être dans ce monde-là. Mais je reprendrai un terme qu'on emploie souvent en ce moment, c'est en même temps. Il faut faire du digital et il faut surtout revenir aux fondamentaux des compétences de base. Et ce n'est pas une honte, c'est une réalité qui s'impose à nous. Et surtout, alors à l'époque où toute l'industrie est décriée, où on dit qu'il n'y a pas assez d'emplois, où c'est peu assez suffisant, il faut créer de la compétence. Et créer de la compétence, c'est de la compétitivité. Et pour faire cela, il faut donc donner confiance aux gens, il faut donner de la reconnaissance, il faut créer de l'attractivité. L'autre message que je veux passer, je participe à une filière. Je ne dirai pas laquelle, parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. J'ai une filière aujourd'hui, vous savez, la filière aéronautique, la filière nucléaire, la filière de pétrole, la filière de naval, etc. Je participe parce que je trouvais qu'on m'avait sollicité et je trouvais ça intéressant d'apporter ma contribution. Ça fait 4 réunions, on est toujours quasiment aux 3 premières lignes. 3 premières lignes. C'est-à-dire que quand, la dernière fois, c'était il y a 2 jours, j'ai poussé un cri dans cette formation en disant ça suffit. Si en France, parce qu'il y a un des industriels importants qui disait moi j'ai un problème, mes usines ne tournent pas parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, etc. J'ai dit mais si on fait toujours la même chose, si on se réunit pour réfléchir, pour échanger avec de la matière grise, des intelligences extraordinaires, mais qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'action, il y a des urgences. Et là j'ai l'impression que ce message il passe pas. Donc j'ai dérivé par rapport à ta question, mais ce que je constate, et ce qui me fait rager de voir cette inertie permanente des esprits, mais alors extraordinaires, des gens qui ont des cultures, des formations phénoménales, le problème c'est l'action, c'est la décision. Alors bien sûr qu'il faut réfléchir avant d'agir, bien sûr qu'il faut tenir compte des tas de paramètres, mais à force de tenir compte, on n'avance plus. Alors, dans l'entreprise, le gros avantage que je trouve dans l'entreprise, c'est comme je l'ai dit en déparrage, on prend des décisions, on assume ces décisions, on est payé cash, mais au moins on peut faire avancer. D'où justement. Tout ce que j'ai essayé de faire. Alors, ce que tu as plus qu'essayé de faire, puisque tu as réussi, vous avez vu la signature du groupe Ortec, c'est
beaucoup plus qu'une entreprise, beaucoup plus qu'une entreprise. Tu commençais à en parler, c'est-à-dire que tu as pris à bras le corps dans l'entreprise les sujets de formation. Et tu formes en fait les collaborateurs à l'économie d'entreprise. Alors, effectivement, parce que je pense qu'une grosse partie des difficultés que nous avons dans la société en général, quand j'ai démarré dans l'entreprise, moi, quand on a repris notre entreprise en 92, j'ai vécu pendant 1 mois au Novotel qui était à côté du siège. J'avais le siège occupé, ils avaient tout défenestré, j'avais les CGT du port de la Seine, Toulon, qui étaient montés en bus, il y avait tout fracassé. Et je me suis retrouvé dans une situation où on avait une dette considérable, des gars qui occupaient, enfin toutes les difficultés possibles. Solitude du dirigeant, hein, Caroline, c'est ça? Non, mais depuis, ça s'est arrangé. Depuis, on a changé complètement les choses et le climat n'a plus rien à voir. La vraie relation que nous pouvons déterminer aujourd'hui, c'est justement qu'au niveau du social et au niveau de la relation avec nos équipes, on est sur un échange qui n'a absolument plus rien à voir. Et je vais faire encore un petit commentaire sur la façon d'exprimer cette situation. Si je demande aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle, est-ce que vous avez une idée du bonheur professionnel de vos gars? Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, je l'ai poussé jusqu'au bout. Ce que j'ai fait, c'est que dans le cadre de la sécurité au travail, je m'impose de faire, pendant les 4 premiers mois de l'année, le tour de France de plusieurs heures. Je vois à peu près 3000 personnes en direct, à raison de 100, 200 ou 300 personnes par réunion, où je parle pendant 2 heures, accident du travail, sécurité, prévention, uniquement sur ce sujet. Et en même temps, j'en profite d'avoir un échange, questions-réponses avec eux. Et je finis par distribuer des post-it. Les post-it sont tous de même couleur, même dimension. Un crayon, je leur dis, voilà, c'est un peu caricatural, c'est un peu simpliste, mais c'est une température. Alors on peut observer la température d'une entreprise par le turnover, par l'absentéisme, par tous les critères dont on a entendu parler et qui sont tout à fait justifiés. Et je suis allé directement à des gens de base. La base, des fois, vous savez, il faut aller chercher ce qu'ils ont envie de vous exprimer. Et je leur dis, vous mettez une note de 0 à 20 sur votre bonheur professionnel. C'est quoi votre bonheur professionnel? Le matin, je viens, j'ai envie de venir, j'ai envie de travailler, je suis bien avec mes collègues, je respecte ma hiérarchie, ou alors tout à fait l'inverse. Je viens, c'est la souffrance, je viens, c'est ça parce que j'ai besoin de gagner ma vie, etc. Entre les deux, vous mettez la note que vous voulez. Mon Tour de France, aujourd'hui, c'est la moyenne, c'est 16 sur 20. 16 sur 20. Alors ça, c'est les résultats. Ça, c'est les résultats, André. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Nous ne sommes pas dans un monde parfait. Parce que dedans, pour avoir 16, j'ai des fois des 20, mais j'ai des fois des 2. C'est-à-dire que les 2 ou les 3, il faut savoir les observer parce que c'est des gens qui sont en souffrance pour des raisons diverses et variées, liées à eux, liées à l'entreprise, liées au comportement. Nous ne sommes pas dans un monde parfait. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement que quand vous interrogez les gens, la simple, souvent je suis étonné, je rencontre des clients, bon niveau, ça se passe bien, on se dit au revoir, et puis à un moment donné, j'ai un déclic, je regarde mon gars en face et je lui dis, est-ce que tu es heureux? Et cette question simple, un peu banal, un peu dans certains cadres, on dirait, mais il se prend pour qui? Ça déclenche tout. Vous voyez la tête du gars qui change, et il y en a certains qui se bloquent, puis il y en a qui s'ouvrent complètement, et la discussion que vous avez eu 1 heure avant, c'est plus du tout la même. Mais avec nos gars, c'est pareil, il faut aller chercher dans le cœur des gars ce qu'ils ont vraiment. Alors justement, et dans ce cadre-là, je vais revenir à la question. Ah non, mais je perds pas et le dans fil, ce cadre-là, oui, parce que c'est des exemples concrets qui vont les intéresser. Mais je pense en plus, fondamentalement qu'une des parties des difficultés que nous avons dans nos entreprises, c'est qu'il y a toujours ceux, ça a été dit, je crois, qui ont le savoir, qui veulent garder le savoir. Et puis on dit, ceux-là, ils sont là pour bosser, on leur en donne le moins possible. Et c'est complètement à l'inverse de ce que je crois, c'est qu'il faut former, informer d'abord nos gars, quel que soit leur niveau, on appelle ça, nous, initiation à l'économie d'entreprise. Quand vous voyez le niveau des personnes qui travaillent sur nos terrains, quand vous leur parlez de chiffre d'affaires, des fois on confond le chiffre d'affaires et le résultat. Quand vous parlez de prix de vente, prix de revient, dividende, à quoi sert un résultat? Ouais. J'en sais jusqu'au dividende. Parce que là, on rentrait dans des sujets qui sont pour le moment un peu loin de la première approche. Prix de vente, prix de revient, qu'est-ce qu'est l'économie de l'entreprise? Et que vous le faites régulièrement et que vous progressez. Et en même temps, on fait une autre initiation, parce que de temps en temps, c'est bon de le rappeler, droits et devoirs des salariés. Tout le monde nous parle des droits, normal, et il faut jouer à fond les droits. Et il faut aussi donner en face les devoirs. Et cette façon-là, ça fait 2 ans qu'on le fait, on fait des sondages, on regarde, ça change complètement la façon de regarder l'entreprise, de regarder les patrons, regarder les hiérarchies. Parce que là aussi, il y a une autre donnée, c'est que je ne peux pas être seul.
Il faut absolument que ça se décline dans l'entreprise, que toute la hiérarchie, tout le management prenne le même état d'esprit. Hein. C'est important. Mais c'est une façon, pour nous, importante de faire évoluer les choses. Et ça, on a été dans le dossier un peu général, initiation à l'économie, etc. Maintenant, les métiers. Tout à l'heure, je disais sur les métiers de base. Sur les métiers de base, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation de type AFPA, c'est important l'AFPA, c'est bien, mais ça ne répond jamais ou en nombre, en rapidité à ce qu'on a besoin. Et en plus, on a des métiers un peu particuliers où on ne trouve pas tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, on a dit on va faire un vrai projet d'entreprise. On ne va plus appeler ça formation, on va appeler ça haut métier. Vous verrez que dans la plupart de nos plans d'action, dans le Made in Ortec dont je vous parlais tout à l'heure, ça commence par un haut, de toute façon, parce qu'on a un vocabulaire de référence à l'intérieur de l'entreprise. Quelles que soient les filiales, tout le monde sait ce que c'est haut métier. Haut métier, c'est quoi? C'est comme pour savoir les métiers de base, on ne trouve pas suffisamment, on dit on va former nous-mêmes. Pour former nous-mêmes, il faut redéfinir les standards, il faut y passer du temps. Donc les vieux compagnons, ceux qui savent, ils se sont isolés pendant quelques mois, on les a aidés, on a monté des stages écrits, et en même temps, et ça a été le plus difficile, refaire en sorte que tous nos salariés passent des tests où on vérifiait quel était leur réel niveau d'aptitude. Et là, quand vous avez des personnes qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'entreprise, vous allez leur demander je vais t'évaluer. Je vais t'évaluer. Première réaction, s'ils font ça, c'est que si je ne suis pas bon, ils me virent. Ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire des évaluations par, excusez-moi pour ceux qui seraient dans ce débat-là, par des spécialistes de l'administration, on est allé chercher des chefs de projet, des gens de terrain qui avaient fait du chantier et que j'ai nommés chefs de projet. Et eux, quand ils les allaient évaluer, on a eu la réaction inverse. C'est qu'au lieu d'avoir peur d'être évalués, les gars levaient le doigt en disant « Quand est-ce que tu vas nous évaluer ?» Parce que derrière, ils avaient compris que c'était une formation. Mais la formation, ce n'est pas tout. C'est là que je dis que la tarte à la crème de la formation, c'est un peu frustrant. C'est qu'on a fait en sorte que ce soit un cercle vertueux. C'est-à-dire, on t'évalue, on te forme, mais surtout, on vérifie que tu as compris. Parce que le problème des formations, d'ailleurs à l'école, c'est un peu pareil, on ne vérifie jamais que les gars comprennent. Alors, bien sûr, les examens, etc. Mais quand vous êtes sur des métiers sur le terrain, qui peuvent avoir des incidences gravissimes, hein, centrales nucléaires, raffinerie, où le moindre écart peut être très dangereux, il faut mieux vérifier que le gars a compris. Hein. Donc voilà comment on a fait en sorte que... Alors, il y a beaucoup de choses, hein, et c'est vraiment ce management 360 qu'on évoquait tout à l'heure et dont on parle avec André Enodi. Il y a aussi la création de liens, la solidarité, ça aussi, pour embarquer les gens en fait au quotidien, reconnaître leurs valeurs, les valoriser, leur dire vous avez des responsabilités, puis cette solidarité. Alors, solidarité, deux approches. Moi, j'ai toujours fait en sorte, compte tenu que notre démarrage et notre structure de société, on est parti de pas grand-chose et dans des grosses difficultés, je souhaite que cet état d'esprit, il se conserve. D'ailleurs, si je pourrais dire un mot tout à l'heure, pas dans l'immédiat, du télétravail, parce que j'ai une vision qui est complètement disruptive de ce que j'ai entendu, et je vais sans doute, c'est pour ça que je vous le dirai en dernier, parce que je partirai en courant par rapport à ce que je vais dire. Mais bon, je défends mes points de vue, j'ai des convictions, je les exprime. Tu veux le dire maintenant, Non, hein? non, parce que ça choquerait trop de monde. J'essaye d'être un peu respectueux. Si je reviens sur la solidarité. La solidarité, j'ai pris conscience un matin, j'arrivais dans une agence en Savoie. J'arrivais le matin relativement tôt, j'arrivais vers 7 h, à la prise d'embauche. Et je vois arriver des gars, et notamment un avec son sac à dos, à pied. Et je lui dis, mais comment ça se fait que vous venez à pied? Et il m'explique qu'il a eu un accident de voiture, que compte tenu de son niveau d'endettement, compte tenu de sa situation familiale, il ne peut pas se payer une voiture, et que le matin, en Savoie, et l'hiver, il faisait 10 km à pied pour aller au travail. D'accord? Un flash, de temps en temps, ça nous fait du bien de redescendre sur le terrain, de regarder quelle est la réalité, au-delà de toutes les connotations générales. Toucher ces gens au contact, c'est très fort. Et puis, je me suis dit, on va faire un peu une enquête. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens chez nous, dans notre entreprise, qui vivent des accidents de la vie, des situations très pénibles, très difficiles. Quand vous gagnez 1 700, 1 800 € net par mois, le moindre accident, le moindre dérive, ça peut être problématique. Et je me suis dit, puisque notre entreprise, elle a la chance de gagner de l'argent, on va consacrer un pourcentage de notre résultat net à créer un fonds et uniquement dédié à notre personnel. Et je me suis dit naïvement, un fonds comme ça, ça va pouvoir bénéficier d'exonération de charges et en même temps, pour les gars qui en profiteront, d'exonération. Naïvement. Vous voyez ce que je veux dire? Erreur sur toute la ligne, c'est impossible. C'est impossible en France, on peut pas. Vous pouvez faire un fonds, mais il ne faut pas que ça profite qu'à votre entreprise, il faut que ce soit beaucoup plus large. On a tourné, on a viré, on s'est recherché, on s'est dit, bon, à force de réfléchir, on ne fera rien. Donc on va faire. Au solidaire. On va payer des charges. Nos gars, on les prévient, ils paieront des impôts dessus, mais on va aider
on va aider concrètement ceux qui sont en accident de vie. Nous avons embauché des assistants sociaux, parce que de temps en temps, on se fait avoir, parce qu'il y a des gens qui profitent de certaines situations pour nous enfumer. Avec une assistante de bon niveau, elle est arrivée à caler ce qui était possible ou pas, et nous avons initié ce qu'on a appelé le plan Eau Solidaire, et on aide régulièrement, et parce que toutes les semaines, je signe des autorisations d'investissement, d'aide, c'est des aides complètes, hein, de personnes qui malheureusement passent des accidents de vie très, très, très compliqués. On le voit, il y a beaucoup de choses qui sont faites, André, avec ce facteur humain. Il ne faut pas oublier d'un autre côté l'innovation, l'esprit combatif. Et on est là, et c'est ce que disait Jean-Marc Daniel, on est quand même là pour faire du profit, pour gagner de l'argent. Parce que autrement, c'est impossible. Hein. Pour gagner de l'argent, et là je mettrai encore une liaison avec le social. Il y a 4 ans de ça, on a racheté une société dans l'aéronautique. C'était un secteur où on voulait aller, on ne connaissait pas. Sonovision. Hein. On a racheté une société dans l'aéronautique. Et j'ai découvert que les grands acteurs de l'aéronautique, nos clients, nous poussaient à aller investir en Roumanie et en Inde, parce que là-bas, les salaires, c'était des low cost. Donc on achète une boîte, on se retrouve dans un truc, et on gère aujourd'hui plusieurs centaines de personnes en Inde, plusieurs personnes en Roumanie. Dans nos activités industrielles classiques, on voit arriver de plus en plus dans nos industries des salariés de l'Est. Pourquoi? Et on me dit, c'est parce qu'il y a des salaires plus bas. Donc je me suis dit, est-ce qu'en France, on va régler notre problème? Bon, la France, je n'ai pas ni notoriété, ni quoi que ce soit pour parler de la France, mais au moins au niveau de mon entreprise, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Maintenant que la plupart de nos métiers, on aille chercher des pays à low cost. Mon point de vue, c'est non. Et comment on peut y arriver? La motivation de nos gars, augmenter les salaires, et là il y a un tabou sur les salaires qu'il faut arriver, je pense, à discuter au moins, parce que j'ai là aussi, comme je vous l'ai dit en démarrage, je ne veux pas imposer mes idées, mais en tous les cas je veux les tester chez nous. Je pense que quand vous élevez les niveaux de salaire de certaines catégories, dans des proportions conséquentes, et on l'a fait cette année notamment avec les négociations annuelles de salaire, vous obtenez la confiance, c'est de la compétitivité, c'est de la motivation, et c'est du résultat. Il n'y a pas que le salaire, mais il est important. Non, alors, bien sûr, j'entendais ce que disait madame, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Dans les préoccupations, le salaire n'est pas en premier. Mais il y a certains niveaux, moi je parle des bas salaires. Et quand tu dis 1 700 euros net, je parle de bas salaires, c'est ceux-là hein. qu'il faut être capable de payer plus cher. Et je crois qu'il y a un tabou, une erreur, enfin, c'est mon point de vue, hein, complètement depuis des dizaines et dizaines d'années où il ne faut pas toucher au salaire parce qu'on touche la compétitivité globale. Toi qui es là aussi pour parler de notre thématique, hein, l'entreprise Providence, entreprise versus État, l'entreprise peut pas tout. Question. Sur le plan des relations de l'entreprise et de l'État, j'ai toujours été de ceux qui pensent que la solution est en nous. Je n'ai jamais participé à aucune syndicat professionnel, patronal ou autre, parce que ce n'est pas mon caractère. Je sais que je ne suis pas compétent pour ça. La seule chose dans laquelle je suis à l'aise, c'est dans l'entreprise, et dans l'entreprise, j'essaie d'avancer les choses. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai parlé tout à l'heure à M. de Robien, j'ai participé au conseil d'administration d'une école d'ingénieurs, qui m'est chère, puisque c'est celle que j'ai faite. J'ai voulu participer en disant aux professeurs et à l'administration, il faut que la formation d'ingénieurs évolue pour qu'on parle d'employabilité des ingénieurs par rapport aux besoins des entreprises. Je me suis heurté vraiment à un front des professeurs, où dans cette approche-là, les profs, j'ai compris que de mon époque, les profs étaient agrégés et ils se consacraient à leurs cours. Aujourd'hui, les profs, pour leur avancement, il faut qu'ils écrivent des thèses. Et le discours, c'est on écrit des thèses et on est plus en phase avec l'enseignement et les élèves. Donc là aussi, un des projets d'Ortec, si nous continuons à avancer, et peut-être pas moi, mais mes successeurs, ce sera de créer une vraie école d'ingénieurs qui se répondra, et on a commencé à faire un cahier des charges. Je discute avec l'Institut Montaigne sur ce sujet pour nous faire aider justement pour avancer dans cet objectif-là, de définir des gens qui ont la tête bien faite, un esprit d'ouverture et qui correspondent à l'employabilité de certaines entreprises. Je n'ai pas vocation à parler pour tout le monde, je ne connais pas toutes les technologies, mais en ce qui nous concerne, je sais que c'est un vrai manque. Et comme je m'aperçois et comme tu as 3500 collaborateurs à recruter d'ici 2020, ça va aider. Il y en a déjà la moitié qui a été fait. Alors, tu vas t'adresser peut-être à Carole en particulier. Tu nous parlais de télétravail. On va terminer. Non, mais attends, je n'ai pas oublié. Hein. J'ai la question dans l'entreprise régulièrement. Alors, vous savez, parle bien près du micro, André. J'aime bien un peu tétiller. Voilà. Et je dis, je suis contre le télétravail. Sauf pour les personnes en situation de handicap ou des personnes qui traversent des accidents de la vie. Ça, je comprends parfaitement. Pourquoi je suis contre ?
parce que je reviens aux définitions de qu'est-ce qu'une entreprise. Et pour moi, une entreprise, c'est une communauté. Et la communauté, vous l'avez quand les gens sont ensemble. Quand vous voyez que tout est réparti, que le seul lien, c'est un lien, un réseau Internet, je ne réponds plus à mon besoin. Et je me dis, est-ce que tu es un vieux con? Est-ce que tu es complètement à côté de la plaque et aujourd'hui il faut vivre avec? Et on me dit, mais les millennials, mais si, mais là. Et alors là, parlons-en des millennials. Tout ça, parlons-en. Parce qu'on embauche aussi des jeunes. On embauche aussi des jeunes. Et je vois comment ils réagissent. Comme vous avez peut-être le voir rapidement sur le film, on a des implantations à l'étranger et dans certains pays compliqués comme l'Afrique. Et aujourd'hui, surtout, en particulier. Voilà. Et on a des gars qui travaillent sur plateforme, qui travaillent un peu. Je vais les voir et je fais régulièrement le point avec eux. J'ai des jeunes qui ont 25, 26, 27, 28 ans. Quand je vois ces jeunes-là, aujourd'hui, hein, pas avant, et que je discute avec eux, que je vois leur engagement au boulot, que je vois la façon dont ils vivent l'entreprise, je me dis, mais c'est absolument aucune différence avec ce que j'ai vécu moi. Parce que quand je suis sorti d'école, il y en avait 80% qui voulaient dans une grosse boîte, être fonctionnaire et se planquer. Il y en avait très peu, enfin, excusez-moi pour les fonctionnaires. Ça a dépassé ma pensée, ce n'était pas le but. Ceux qui voulaient, à mon époque, partir dans le privé, prendre des risques, il n'y en avait pas énormément. Aujourd'hui, on parle de start-upers, l'esprit start-up. Superbe, on a tous besoin, on a ouvert Ortec Venture, on va prendre des participations, on a du mal à trouver, mais peu importe. Mais quand vous discutez avec les gars, moi j'en vois aujourd'hui, on est sur une application qu'on est en train de lancer, les gars, les jeunes, hein, jour et nuit, et c'est pas nous qui leur disons, c'est eux. Ça. Donc cet état d'esprit, c'est pour moi un faux débat, c'est des problèmes de mode. Il y a quelques années, c'était 4.0, 2.0, les millennials, tout ça c'est du marketing, ça change. L'homme reste toujours le même, enfin, c'est ma conviction là aussi, hein, je ne l'impose à personne, mais c'est important qu'on ne se trompe pas de combat. Et je trouve que de temps en temps, on se trompe de combat et on perd du temps. André Nodi. Carole, et après Jean-Marie veut réagir aussi. Alors, monsieur, effectivement, déjà, bravo pour votre parcours, bravo pour la réussite, bravo pour le partage avec vos salariés, bravo pour cette construction et cet esprit. Je pense qu'on peut se rejoindre sur le télétravail, parce que quand... Ah, si. Vous allez échanger les mails. Vous savez que c'est enregistré? Oui. Et j'assume complètement. Je suis assez réputée pour être libre de parole et assez cash pour dire les choses en positif comme en négatif. Moi non plus. Et en n'ayant peur d'aucune fonction pour m'adresser et expliquer les choses. Je pense que sur le télétravail, on peut se rejoindre parce que la problématique que j'avais quand j'étais présidente confédérale, les 65 salariés étaient basés à Paris. Et à Paris, ils avaient une problématique de durée de transport. Et j'avais certains salariés qui venaient, qui mettaient 2 heures le matin, 2 heures le soir, quand ça marchait. Donc je peux vous assurer que leur donner une journée de télétravail par semaine, c'était aussi leur garantir une meilleure qualité de vie, moins de risques accidentogènes sur le transport, une autre manière de fonctionner. Et cette journée de télétravail, ils étaient souvent beaucoup plus productifs parce que pas dérangés par les uns par les autres. On ne perdait pas le lien parce que c'était un jour dans la semaine. Après, je pense que chaque entreprise, chaque taille d'entreprise, chaque leader d'entreprise doit sentir le sujet et l'adapter à sa manière de pratiquer. Dans ce que vous décrivez, vous semblez avoir un contact direct, vous êtes proche du terrain, donc je peux comprendre votre réticence. Pour autant, peut-être que ça vaudrait le coup que vous expérimentiez. Ah, pas mal ça, pas mal. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Carole. Donc tu sais qui tu pourras contacter si tu veux. Je vous invite à venir à Aix, passer une journée. Allez, voilà, venez à Et Aix, tu vas voir comment on fonctionne. On est dans les pins, le site est formidable, juste après la gare TGV, près Alors, de Caen. Puisque vous m'invitez à venir à Aix, je vais aussi vous inviter à venir à Mâcon. Parce que Frédéric vous en a pas parlé, mais je suis devenue vice-présidente d'un club de rugby. Ah oui, c'est vrai. Et le rugby, ça correspond à toutes les valeurs que nous évoquons depuis le début de ce colloque. C'est clair. C'est l'engagement, la passion, le respect. Et avec tout ça, je pense que, y compris les salariés qui viennent s'impliquer dans les clubs de rugby, qui pratiquent le rugby, c'est une autre manière d'appréhender le vivre ensemble. Et on va lancer une opération sur les quartiers pour aller chercher les jeunes, pour aller sensibiliser les parents, pour les emmener au stade. Et je pense qu'il y a un lien à faire avec la politique de la ville. Je reviens sur sport et entreprise. Et du coup, je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. Si je peux me permettre, je continue. Moi, je vous invite à la 3e mi-temps. Parce que j'ai entendu que Pierre Gattaz vous a parlé de son château de Sannes, de son vin.
Je fais du vin, la pub est ici. Comment il s'appelle, André, le vin rosé, le rosé de la Bargemone à Aix, il faut goûter. C'est excellent. Bon, voilà. Voilà. Bon, bon. Bon, je veux bien. Et Carole est une bonne vivante et elle sait recevoir. Bon, Jean-Marie. Je veux bien aussi venir à la troisième mi-temps. Non, sur le télétravail, nous, le problème qu'on a dans des entreprises comme Veolia, c'est d'éviter les distorsions entre les fonctions support et les autres. Et c'est vrai que lorsqu'on a 80% des collaborateurs qui sont dans l'incapacité absolue de faire du télétravail, déjà, vous pouvez avoir l'idée de comment sont perçus les sièges par les gens de terrain et à l'international aussi. Donc il faut absolument éviter, c'est pour ça qu'on a une position assez rigide sur le télétravail, c'est-à-dire qu'il est permis moyennant accord et avec dans des conditions très particulières, parce que sinon nous ne voulons pas augmenter le clivage entre l'école bleue et l'école blanc. Autre point, on a permis des accords de télétravail, on en a pas mal, y compris au siège, à partir du moment où on a pu développer des accords sur l'aménagement du temps de travail dans l'ensemble de nos unités, y compris pour les reapers de Veolia Propreté et y compris pour les agents de traitement des eaux. Parce que sinon, ça voulait dire qu'effectivement, il y a une entreprise à plusieurs vitesses et ça, c'est absolument intolérable dans nos métiers. Si on veut, comme vous le disiez fort bien, attirer des gens sur les métiers de terrain, ils doivent avoir considération. Ils doivent pouvoir progresser professionnellement en entreprise, être promus et être respectés. Et ça veut dire qu'ils ne doivent pas avoir le sentiment qu'il y a des nantis à Aubervilliers maintenant. Avant, c'était Kléber, c'était pire. Qu'il y a des nantis et qu'il y a des prolétaires. Donc ça, c'est essentiel pour l'entreprise. Le deuxième message, c'est qu'enfin, Veolia et Ortec ont la même décision. Enfin. Ben voilà. Enfin. Ben voilà, on va terminer avec cette note positive. Ortec, bien plus qu'une entreprise, tellement plus.